There's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ripcast, le podcast dédié à la franchise NBA des Portland Trail Blazers. Et une semaine après avoir discuté des possibilités des Blazers sur le marché de la Free Agency, il est désormais temps d'en tirer le bilan. Toujours avec moi pour en parler, on retrouve Adrien. Comment ça va? Hello Lilian, ça va et toi? Très bien, au vu de la Free Agency des Blazers, ça ne peut que aller. Et il y a également avec nous l'un des comptables de Rip City, certainement très heureux du départ d'Hassan Whiteside. C'est Florent, comment vas-tu? Bonsoir Adrien, bonsoir les Blazers Boys et les Blazers Girls. Ça va bien. Alors, la Free Agency 2020 est donc au programme de cet épisode. Un marché des agents libres qui a été plutôt riche pour Portland, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Alors, on va donc revenir d'un point de vue global d'abord sur les différentes acquisitions des Blazers, avant d'aborder quelques aspects clés qui vont peut-être changer en bien ou en mal avec ces nouvelles arrivées. Alors, avant d'en parler, on vous invite comme toujours à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast ainsi qu'à nous laisser des commentaires. N'oubliez pas également YouTube. Alors, faites-le si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, on se retrouve juste après le jingle habituel pour parler de l'intersaison des Portland Trail Blazers. Robert Covington, Carmelo Anthony, Rodney Hood, tant de noms qui font rêver les fans des Blazers à l'aube de la saison 2020-2021. Alors messieurs, beaucoup de choses à dire sur cette intersaison des Blazers, et notamment du general manager Neil Olshey. Alors on va d'abord résumer rapidement pour nos auditeurs qui n'auraient pas tout suivi. Alors Portland fait venir Robert Covington et Enes Kanter par un trade. Rodney Hood et Carmelo Anthony font leur retour dans l'Oregon. Tandis que Derrick Jones Jr. vient poser ses valises et ajouter une option supplémentaire à l'aile, ainsi que Harry Giles qui, lui, va venir compléter le roster à l'intérieur. Sur le plan des départs, on déplore uniquement des pertes assez relatives comme Mario Hezonja, Wenyen Gabriel ou encore Hassan Whiteside. Alors, messieurs, avant de rentrer dans les détails de ces arrivées, je voudrais d'abord savoir quel regard global vous portez sur cette intersaison de Portland, que ce soit les trades et les signatures incluses. On commence par toi, Adrien. Je pense que là tu as fait le bilan clairement, et quand on voit les joueurs qu'on a remplacés, donc tu les as cités, Hassan Whiteside, Mario Hezonja, on n'en a pas parlé aussi, mais Caleb Swanigan, Wenyen Gabriel, Jalen Adams, et tu les remplaces tous par des vrais role players en fait aujourd'hui en NBA. Et la situation l'année dernière, elle était très risquée parce qu'on a commencé la saison avec un effectif qui était un peu instable. Et on se retrouve avec la blessure de Zach Collins après 3 matchs, la blessure de Rodney Hood. Et là, l'effectif, il est totalement bouleversé. On se retrouve avec des joueurs qui devaient être en fond de banc, qui se retrouvent dans la rotation. On se retrouve avec des two-way contracts qui se retrouvent limite à avoir des rôles. Donc ça, tout a basculé. Et là, pour le coup, on se retrouve avec un effectif beaucoup plus dense et avec beaucoup plus de profondeur que l'année dernière. Et donc du coup, c'est pour moi, clairement, c'est une masterclass de Neil Olshey. Après, on va en parler plus en détail de certains joueurs, mais beaucoup plus de profondeur que l'année dernière. Toi aussi, Florent, tu penses que, comme le dit Adrien, c'est une masterclass de notre general manager Neil Olshey? D'abord, on a été assez actifs. C'est pas forcément notre spécialité d'être très actifs sur le marché. C'est pas forcément attendu. Oui, d'une part. Après, les rumeurs autour de Portland sont toujours assez rares finalement, donc c'est toujours un peu une surprise. Mais c'est vrai qu'habituellement on n'est pas très actif. Là, on l'a été. Puis voilà, comme vous l'avez dit tous les deux, quand je vous entends citer les départs et ensuite citer les arrivées,
Et on entrera un peu plus dans les détails au niveau des contrats, etc. Oui, je suis satisfait. Quand je vois ce qu'on a échangé pour ce qu'on a reçu, que ce soit en trade ou en franchise, etc. Oui, moi je suis plutôt très satisfait du résultat actuel. Je suis impatient de voir ce que ça va donner parce que il y a vraiment de belles choses. Moi je trouve que oui, en effet, il y a du bon boulot qui a été fait parce que c'était pas forcément évident. Et tout s'est bien passé. Manifestement, on a pu signer ce qu'on voulait. Non, j'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner. Alors, pour ce bilan de l'intersaison, on va revenir sur certaines signatures à titre individuel, mais on a également décidé de cibler certains aspects qui ressortent de cette free agency. Pour le premier thème, on va dire, on va parler de Robert Covington. Alors, j'ai pas forcément de questions, messieurs, à propos de Robert Covington, tellement il coche toutes les problématiques qu'il y avait à Portland ces dernières années. Alors, Adrien, dis-moi ce que va apporter Robert Covington qui manquait tant aux Blazers ces dernières années. Bah, c'est exactement comme ce que tu viens de le dire. C'est un 3&D classique dont on avait besoin. Et moi, je me souviens quand on avait fait la preview de la saison dernière, moi, je disais que ce dont on manquait cruellement dans le roster, c'était un vrai poste 3-4 capable de défendre sur les joueurs élites de la NBA, parce que là, les postes où il y a le plus de joueurs élites, c'est le poste 3-4 avec des joueurs comme LeBron James, Paul George, Giannis, Kawhi, KD et plein d'autres. Et on n'avait pas de joueurs capables de vraiment défendre ces mecs-là. Là, pour le coup, on a un défenseur élite avec Robert Covington qui a été All-NBA First Team notamment, qui est un excellent défenseur, qui est très bon sur le switch, qui a de très longs bras, j'en ai parlé, de 18, et qui est capable à la fois de rentrer des shoots et qui est un shooter plus qu'honnête. Je l'avais dit sur l'épisode qu'on a fait avant la free agency, il est à 32% à Houston, mais là il va se retrouver dans un collectif qui est beaucoup mieux rodé à Portland avec un vrai honneur gestionnaire comme Damian Lillard, un pivot passeur comme Jusuf Nurkic, et donc il va se retrouver à enquiller et à mettre ses shoots ouverts et à défendre sur les gros postes 3-4, voire même quand il va se retrouver sur des guards, à être très intéressant, hein, et même quand ça va switcher sur les pivots. Donc voilà, c'est clairement le joueur qui nous manquait. J'ai pas caché mon amour pour le joueur. Plusieurs fois, je vais déclarer ma flamme sur le compte, et ceux qui me suivent savent que j'adore ce joueur. Pour moi, c'est dans la NBA actuelle, et surtout pour nous, c'est un renfort de luxe. Est-ce que Florent, tu penses comme beaucoup de médias l'ont présenté ainsi, que ce soit les médias US ou même du côté de chez nous, est-ce que c'est le quatrième homme des Blazers qui manquait tant pour entourer Lillard, McCollum et dernièrement Nurkic? C'était un poste depuis plusieurs années. On a cherché des solutions. On n'a jamais vraiment trouvé quelque chose de très convaincant. Il y a eu parfois des bons résultats et des moins bons. Mais c'est vrai que c'était une faiblesse. Depuis plusieurs saisons, on disait, c'était vraiment une faiblesse et c'est ce qui nous empêchait de franchir un cap. Aujourd'hui, on a un type, Robert Covington pour pas le nommer, qui coche vraiment de bonnes cases, comme l'a dit Adrien. Il a des qualités défensives qui sont reconnues dans toute la ligue. Il fait partie, des très bons joueurs défensifs à son poste. Il a un shoot à 3 points solide. Moi, je vais pas essayer de trouver une position pour faire le buzz, etc. Moi aussi, je suis très enthousiaste. Il correspond parfaitement à ce dont on avait besoin, le fameux 3&D que d'ailleurs toutes les franchises veulent avoir. Et nous, on en a un qui est bon si la santé est là, parce que ça reste peut-être la petite interrogation. Pour le reste, je suis très content. Est-ce que c'est le quatrième? Ouais, en tout cas, il peut l'être. Alors après, justement, il y aura peut-être eu, mais on en reparlera un peu plus en détail après, mais il y a peut-être beaucoup de joueurs qui ont ce profil de quatrième, et c'est ça aussi qui est un peu une nouveauté à Portland. Mais très clairement, il coche les cases de ce dont on avait besoin. Certaines faiblesses, certaines lacunes, il va nous aider à les combler. Donc voilà, son arrivée, c'est un peu notre Messi à nous. Voilà, si vraiment la santé est là, moi je pense qu'il peut vraiment nous aider à faire beaucoup. Et je pense en plus qu'il peut très bien s'adapter au système de stats et au jeu spécifique de ses coéquipiers. Et voilà, ce sera très très intéressant. Moi je suis très enthousiaste. C'est un peu le mot de la soirée, mais je suis très enthousiaste de son arrivée. Peut-être pour compléter ma question quand je parle de Robert Covington en tant Alors ça veut dire que j'ai totalement répondu à côté. Non, pas du tout. Mais c'est moi qui reprécise plutôt parce que quand je parlais de quatrième meilleur joueur, on voit que maintenant dans toutes les grosses équipes NBA, on a un Big Three au moins si on veut viser le titre. Mais il faut souvent
ce role player ultime qui peut cocher toutes les cases, qui va faire tout le sale boulot que vont pas faire les joueurs stars de l'équipe. Et est-ce que Robert Covington, c'est pas parmi les équipes qui jouent le titre l'un des meilleurs role players qu'on peut avoir? Est-ce que c'est pas le profil idéal? C'est un ailier qui joue sans le ballon, qui met ses trois, qui peut défendre, qui défend aussi bien loin du ballon que sur l'homme. On a peut-être enfin trouvé quelqu'un qui aura du répondant face à des LeBron, face à des Paul George, face à des Kawhi, sans pour autant les limiter, mais au moins il aura une vraie opposition. Est-ce que Portland a enfin trouvé le role player ultime? D'une certaine manière, c'est une sorte de Klay Thompson. Alors pas un copier-coller de Klay Thompson, mais il a voilà ce côté, comme tu dis, du bon défenseur, bon à 3 points et à catch and shoot. Et puis tu l'as dit, il va falloir, si on a des ambitions, trouver des mecs capables de mettre des bâtons dans les roues dans les ailiers adverses, parce que la plupart, notamment à l'Ouest, des ailiers adverses, comme tu l'as dit, ce sont des Leonard et tant d'autres qui vont nous poser beaucoup de problèmes. Et on n'avait rien pour les scotcher. On n'avait pas grand-chose, on n'avait même quasiment rien. Et il faut ce quatrième homme, comme tu dis, qui peut permettre de faire les petites choses pas forcément visibles, mais qui sont indispensables. Et lui les fera. En tout cas, il a les capacités de le faire. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, il peut être ce petit bonus, ce quatrième homme nécessaire pour qu'on puisse se franchir un cap qui sera alors après à déterminer, mais on en reparlera sans doute plus tard. Mais oui, il rentre totalement dans ce rôle-là. Juste pour compléter, tu disais, Flo, que c'est un poste que toutes les franchises veulent, et ça c'est vrai, et encore plus à Portland, où on a un backcourt, Damian Lillard, CJ McCollum, qui défend pas forcément. Donc on a encore plus besoin de ce profil-là de Robert Covington. Sur la saison 2018-2019, où on fait une super campagne de playoff, où on va en finale de conférence, sur ce poste-là, on a des joueurs avec un profil plutôt similaire, mais beaucoup moins shooter, avec Moarkless et Aminou, qui eux pour le coup étaient d'excellents défenseurs sur ces postes-là, mais qui n'avaient pas du tout le shoot de Robert Covington. Eh bien, voilà, on a parlé de Robert Covington, mais ce n'est pas le seul renfort à l'aile. Il y a également du beau monde. On a le retour notamment de Rodney Hood et de Carmelo Anthony. Et en plus, on a un ajout qui était plutôt surprenant au moment où on a appris sa signature, mais qui n'en est pas moins intéressant, celle d'Eric Jones Jr. Alors, il y a des retours et un ajout qui va donner une vraie profondeur sur le poste 3, mais également le poste 4 à Terry Stotts. On va peut-être d'abord s'attarder sur le cas Rodney Hood. C'est peut-être pas celui où on a le plus d'incertitude, mais quand même, il va revenir Normalement, il devrait être prêt pour le début de sa saison. Il devrait s'être remis de sa blessure en tendon d'Achille. Adrien, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Rodney Hood cette saison? Rodney Hood, on en avait parlé dans l'épisode avant la free agency. On se posait pas mal de questions parce qu'il avait dit, déjà il a opt-out, donc il a décliné sa player option à 6 millions. On s'est dit, est-ce qu'il va être en fait, on s'est demandé, est-ce qu'il voulait un contrat sur le long terme? Finalement, on le signe sur 2 ans, mais la deuxième année, elle n'est pas garantie. Donc ça montre que quand même, le risque est moindre, parce que si jamais il a une grosse blessure, etc., après, il n'est pas bloqué pour plusieurs années. Rodney Hood, la deuxième n'est pas garantie? Non, elle est non garantie. Donc on limite le risque. Après, je pense que on a des questions sur son état de santé. Il s'est fait le tendon d'Achille, c'est une blessure qui est très compliquée. On l'a vu avec Klay Thompson. Mais Nelochi a déclaré qu'il était attendu pour la reprise de la NBA le 22 décembre. On va voir déjà, parce que il y a des matchs de pré-saison qui ont été annoncés à partir du 11. On va voir s'il va pouvoir prendre part déjà. On aura peut-être un indicateur. Et s'il retrouve ses sensations, Rodney Hood, c'est un joueur qui, sur ses 21 matchs l'année dernière avant de se blesser, donc au tendon d'Achille, tournait à 45% à 3 points avec un volume intéressant, avec plus de 4 tentatives par match. Donc c'est un complément aussi idéal en attaque avec CJ McCollum et Damian Lillard qui, lorsqu'ils vont driver, vont se faire trap. Ça arrive très très souvent. Damian Lillard, dès qu'il passe la limite du terrain, on l'a vu cette année, il va être encore plus attendu avec la bulle qu'il a faite. Dès qu'il passe la moitié du terrain, il se fait trapper. Forcément, tu as des shoots ouverts pour CJ McCollum, pour Rodney Hood, pour maintenant Robert Covington. Et Rodney Hood, c'est un joueur qui met dedans. Tout simplement, on a vu après, quand il s'est blessé, on a un joueur comme Kent Bazemore qui mettait beaucoup moins dedans et ça marchait beaucoup moins avec Kent Bazemore. Rodney Hood, c'est un joueur qui enchaîne les shoots à 3 points et qui, en plus de ça, est un défenseur intéressant. Donc, sur les ailes avec Robert Covington, puisque le 5 qui se décide, a priori, c'est Damian Lillard, CJ McCollum, Rodney Hood, Robert Covington.
Voilà, ça va être du shooting et il aura ses shoots ouverts. Il va falloir qu'il les mette. En tout cas, il l'a fait de manière excellente avant de se blesser la saison dernière. Je dirais deux choses sur Rodney Hood. La première, c'est que de toute la ligue, c'était sans doute Portland, la franchise qui a le mieux suivi, qui était le plus à même à connaître son état de forme. Ils ont suivi sa Aussi, rééducation, etc. Je pense que s'ils ont fait le pari de le signer, c'est qu'il y avait sans doute des signes assez positifs sur son état physique. Je pense que s'ils avaient, parce que voilà, forcément, il est dans l'effectif, il était dans l'effectif, donc ils ont pu vraiment suivre tout ça. Je pense que s'ils avaient eu un doute, il serait peut-être pas parti dans l'aventure. Et puis, deuxièmement, comme tu l'as dit, son contrat, dans le pire des cas, mettons qu'il fasse 5 points par match, qu'il soit à 20% d'adresse, son contrat sera pas plombant dans l'avenir. Donc, même dans l'optique la plus négative, on n'a pas un contrat qui nous pourrira. Ce sera dommage, bien sûr, autant pour lui que pour nous, mais le risque n'est pas non plus inconsidéré. On lui a pas fait signer un contrat de 4 ans à 34 millions. Enfin, c'est pas Gordon Hayward, quoi. La balle perdue. Et d'autant que... C'est très méchant de ma part. d'autant Mais que- voilà, le risque est moindre. Donc, au pire, si ça fonctionne pas, c'est pas très grave. Et si ça fonctionne, Adrien a beaucoup mieux expliqué que moi je ne pourrais le faire si ça fonctionne. Donc, Et en plus, pour le coup, il sera bien aidé par l'arrivée de Covington, qui va lui se charger des missions défensives que Rodney Hood avait, on va dire, appréhendé sur le début de la saison dernière. Ça s'était pas forcément super bien passé parce qu'il était face à des joueurs qui ont tout simplement un physique et enfin, un niveau de jeu supérieur à lui, donc c'était pas forcément évident. Et pourtant, il réussissait à contribuer en attaque, donc c'était très simple. Enfin, c'était déjà très bien. Donc, il va pouvoir, au début en tout cas, je pense, rentrer assez tranquillement et sans trop de pression. Il faudra juste, entre guillemets, qu'il mette ses shoots, pardon, ce qui sera déjà très bien. Et on parlait de sa présence dans le 5 majeur. Il y en a un autre joueur aussi qui pourrait revendiquer sa place dans le 5 majeur, c'est Carmelo Anthony. Alors, pour l'instant, selon les premiers à dire, même les premières déclarations de Neil Olshey, Melo pourrait débuter sur le banc, mais finir les fins de match. Une première réaction à la signature de Melo, tout le monde était évidemment ravi, surtout pour le contrat qu'il signe. Toi, Adrien, qui est un fervent défenseur de Melo, qu'est-ce que tu penses de sa signature et comment il va pouvoir retrouver un rôle dans cette équipe, parce que forcément, son rôle va un tout petit peu changer par rapport à la saison dernière. Ouais, bah déjà pour la signature, on s'attendait à ce que ça se fasse assez vite, cette histoire avec Melo, mais finalement ça a duré, ça a duré. On s'attendait à ce qu'on lui offre la biannual exception à hauteur de 3,6 millions de dollars. Et puis finalement, il a signé au minimum. Je pense que Neil Olshey a été très transparent avec Carmelo Anthony. Il a déclaré que c'était probablement un des moves les plus importants de re-signer Melo, non seulement pour le côté sportif, mais aussi pour tout l'aspect extra-sportif, avec l'importance qu'il a prise dans le vestiaire, le côté humain qui est très important, vétéran. On sait qu'on a beaucoup de jeunes qui idolâtrent aussi Melo. Harry Giles a fait un exposé sur lui à l'école. On a vu ça cette semaine. Enfin, c'est quand même voilà. C'est-à-dire que avec les objectifs qu'on a et avec les prétentions qu'on a qui sont clairement d'aller au titre, on a besoin de joueurs comme ça, de vétérans, des joueurs comme Carmelo Anthony. Il va entamer sa 18e saison. Et du coup, voilà, je pense qu'il a attendu de voir. Il s'est dit, on va voir comment ça se passe. Et s'il nous reste un peu d'argent, on te file la biannual exception. Et si on n'a pas assez d'argent, tu re-signes au minimum. C'est encore une fois une preuve que Melo n'est pas dans l'optique d'aller gagner beaucoup d'argent ou de se faire un farewell tour à New York, comme ça aurait pu être le cas. Voilà, il a trouvé une vraie maison à Portland. Et de toute façon, dès son arrivée, il re-signe, il a fait une excellente bulle. C'est très important de l'avoir. Alors, son rôle va changer. Je ne sais pas si le rôle qu'il aura sur le terrain va tellement changer, mais en tout cas, ses minutes seront forcément réduites. Il va peut-être finir les fins de match. On l'a vu sur les matchs de play-in et même contre Memphis, où c'est un joueur qui reste extrêmement clutch. Et ça offre beaucoup de possibilités à Terry Stotts. Mais je crois que Neil Olshey a été très transparent avec lui. Il lui a dit dans les négociations que dans tous les cas, il ne fallait pas s'attendre à avoir le rôle qu'il avait l'année dernière dans le contexte aussi particulier avec toute l'avalanche de blessures qu'on avait la saison dernière, et qu'il fallait s'attendre à avoir un rôle en sortie de banc. Je pense qu'il est fixé sur ça.
Et ce qu'il va nous apporter, c'est ce que Melo sait faire. Voilà, tout simplement, c'est un joueur qui peut prendre la balle, c'est un joueur qui à la fois peut s'effacer pour rentrer ses shoots ouverts. On va pas apprendre à Melo à jouer au basket. Et je pense que c'est un joueur intelligent qui sera capable de s'intégrer dans ce qu'on espère. Une second unit qui va savoir jouer au ballon plutôt que ce qu'on a pu voir l'année dernière où c'était un peu un foutoir où tu donnais un coup la balle à CJ, un coup la balle à Melo. On espère qu'on va avoir un vrai collectif avec Melo qui va pouvoir se parfaitement s'intégrer. Moi, j'y crois. Je suis très content, très très content de la re-signature de Melo. Ouais, je suis d'accord avec toi, Adrien. Son rôle va changer dans le sens où il aura peut-être moins de tickets shoot parce que son temps de jeu va forcément réduire. Et encore, moins de tickets shoot, c'est pas forcément sûr parce que je pense que Terry Stotts va beaucoup s'appuyer sur lui dans la seconde unit pour justement scorer et mettre des points assez facilement. Est-ce que toi aussi, Florent, t'étais ravi ou en tout cas, peut-être pas ravi à ce point-là, on va peut-être pas abuser, mais en tout cas content de la re-signature de Carmelo Anthony. Oui, je suis content. Non, je pense que c'est une bonne chose. En plus, voilà, Melo aujourd'hui a parfaitement compris. Je pense que c'était très très clair de la part de la franchise. Sera un joueur de banc, il sortira du banc. Je pense qu'il assume ce rôle. Donc déjà, ça posera pas de problème. Et puis, il peut être très très intéressant. On a besoin de lui. En plus, je trouve que le Melo de fin de saison et notamment dans la bulle, il avait déjà changé son jeu. Euh, il, il faisait beaucoup moins de post-up, il prenait beaucoup plus de catch and shoot, il était à droit à 3 points, il était à 40-42% à 3 points, il était à 56% catch and shoot. Il avait des bonnes stats, il était bon et il jouait, je trouve, avec un peu plus de, parfois de discrétion. Il jouait pour l'équipe. Il jouait voilà beaucoup plus pour l'équipe, etc. Et du coup, il faisait du très très bon mélo. Et s'il fait ça cette saison, il sera très intéressant. Après, je pense qu'il va jouer certains matchs 20 minutes et d'autres 8 minutes. Je pense qu'il doit être préparé aussi à cela et je pense qu'il le sera. Mais en cela, il peut être très intéressant parce qu'il peut apporter. Il a un talent offensif indéniable qui sera très utile parce qu'il jouera principalement contre des secondes unités. Donc, ce sera très utile et il mettra en difficulté ces secondes unités qui seront pas forcément des top élites défense. Et s'il a un jour avec, il peut faire mal. Donc il sera très intéressant. Voilà, si vraiment il joue avec le même rythme, avec voilà, avec un peu moins de jeu forcé, de post jump, un peu comme il faisait au Knicks, mais il n'est plus le joueur des Knicks. Il a 36 ans. S'il joue voilà, vraiment comme il joue en fin de seconde partie de saison, ça peut être très intéressant. Et le fait qu'il ait déjà changé un peu son jeu prouve qu'il a déjà un peu adapté et adopté d'une certaine manière les nouveaux plans de jeu de Stoss, sa nouvelle position aux Trailblazers. Donc je suis plutôt très content de sa signature. Alors après, bon, défensivement, il reste voilà, c'est pas maintenant qu'il va devenir un bon défenseur, mais il fait des efforts, ce qui est quand même notable. Mais non, très, très content de sa signature. En plus, ça se passe bien. Je pense qu'il a jamais été aussi heureux depuis les Knicks. Je pense que ces petites mésaventures entre les Knicks et Portland, ça s'est pas très bien passé. Je pense que là, il est très heureux, donc c'est bien aussi. Non, donc une bonne signature. Et puis, mine de rien, je pense qu'on va avoir pas mal besoin de lui en début de saison, notamment parce que En attendant Zach Collins. Ouais. En attendant, voilà, notamment la blessure de Zach Collins, je pense qu'il sera utile. En plus, je suis pas sûr que dans les tout premiers matchs, ce serait intéressant de voir les 5 majeurs dans les tout premiers matchs, mais je suis pas sûr que Hood et Covington soient forcément tous les deux starters. Donc, ce sera peut-être pas mal d'avoir pour diverses raisons, mais notamment, faut pas oublier que la pré-saison sera très très courte. Hein, donc, pour Hood, c'est moins grave, mais pour Covington, il va un peu débarquer quand même dans une franchise qu'il connaît pas tant que ça. Donc, je pense que voilà, en début de saison, notamment avec l'absence de Collins, il aura du temps de jeu, il sera utile. Et voilà, moi, je suis très content. En plus, voilà, c'est pas non plus un salaire ou un contrat sur 8 ans. Hein, donc, non, c'est cool. Ça se passe bien, c'est un chouette gars et voilà, il apporte de l'offensif. Il sait aussi, c'est con de dire ça, mais il sait en seconde unité prendre des shoots. Et parfois, quand vous regardez des matchs, quelles que soient les franchises, hein, c'est pas lié à l'effectif de Portland, vous sentez qu'il y a personne qui ose prendre les responsabilités du shoot. Lui, il les prendra. C'est vrai. Et ça peut faire une petite différence. Parce que des fois, vous avez des mecs qui ont le talent, mais qui n'ont pas forcément voilà, qui sont habitués à des secondes, des troisièmes couteaux, donc ils prennent pas les décisions. Melo, ça fait, ça fait 30 ans, non, mais ça fait quand même 15 ans qu'il fait ça. Il a été plusieurs fois, au moins une fois, je voudrais pas dire de bêtises, meilleur scoreur de la ligue.
il a ça dans le sang. Et ça, c'est des réflexes qu'il aura toute sa vie. Mais c'est utile. C'est drôlement utile parfois, voilà, d'oser prendre le shoot. On aura peut-être droit au mélo en mode FIBA qu'on attend. En mode FIBA et en mode scoreur selon les différents les rôles, qu'ils soient dans le 5 majeur ou dans la seconde unit. Et justement, en parlant de seconde unit, il y a un joueur qui devrait parfaitement s'y intégrer, ou en tout cas, on l'espère. C'est Derrick Jones Jr. qui a signé à Portland pour 2 ans, qui vient de Miami, où il a fait plutôt une belle saison. Mais le profil de Derrick Jones, c'est assez intriguant. Quelle utilisation il pourrait y avoir de ce joueur par Terry Stotts? Adrien, peut-être? Derrick Jones Jr., déjà, c'est peut-être pas le joueur qu'on attendait avec la mid-level exception à hauteur de 9 millions qu'on avait. C'est plutôt une surprise. C'est plutôt une surprise, ouais, carrément une surprise même. Moi, j'attends. On avait eu des rumeurs sur Paul Millsap. Moi, celui que j'attendais, c'est un autre joueur de Miami qui est finalement rejoint Phoenix, et Jay Crowder, pour ne pas le citer. Derrick Jones Jr., c'est un joueur déjà qui est jeune, qui a 23 ans, qu'on signe sur 2 ans, et qui est un excellent défenseur. Alors, il n'a pas eu un très grand rôle avec Miami sur les finales NBA, donc voilà, il y a quand même une interrogation autour de ce joueur-là. Mais voilà, c'est un joueur qui est un excellent, qui n'a pas de shoot. Voilà, il n'a pas de shoot. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le développer avec le temps? Je l'espère quand même, mais c'est un joueur qui n'a pas de shoot, mais qui est un excellent défenseur, qui est un joueur de devoir. Et encore une fois, c'est un profil qu'on n'avait pas à Portland. On a des mecs qui savent shooter, on a des mecs qui savent créer des shoots, mais on a aussi besoin d'un gros défenseur. Derrick Jones en est un. Ça peut défendre 1-3, voire 1-4, en fonction du line-up et du match-up qui se retrouve en face. Et c'est un joueur qui est bon off-ball, voilà, sur les cuts, en contre-attaque aussi. C'est un profil qu'on n'avait pas. Donc moi, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Et j'ai hâte de. Alors, il y a beaucoup de points d'interrogation parce qu'on ne connaît pas très bien le joueur. Mais moi, je trouve ça intriguant. Ouais, Mais en tout cas, c'est un profil qu'on n'avait pas. Tu parles d'un profil qu'on n'avait pas, mais est-ce que j'ai beaucoup aimé dans le podcast Blazers Edge, il y avait il comparait Derrick Jones Jr. à une sorte de Mo Harkless motivé. Voilà, parce qu'on sait que Mo Harkless avait un peu et avait un jeu, enfin un body language assez passif. Derrick Jones, c'est tout le contraire, il saute partout et il est très 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 motivé quand il joue. Est-ce qu'au final, Portland n'a pas récupéré tout simplement un Mo Harkless qui saute au-dessus des pivots et qui peut dunker tout ce qui bouge, Florent? Est-ce que c'est pas la crainte qu'on peut avoir de retrouver les mêmes problématiques qu'on avait auparavant avec, par exemple, Mo Harkless? Ouais, la comparaison, pardon, est assez amusante et pas totalement insensée. Moi, je suis très enthousiaste de son arrivée parce que, comme l'a dit Adrien, notamment, il va apporter de la finition à l'arceau. C'est pas forcément une grande spécialité. Le côté motivé, c'est vrai qu'il y a des qualités de rebond, notamment des rebonds offensifs. Et on va pas se mentir, c'est un secteur où je dirais même pas que c'est un secteur on est faible, je dirais que c'est un secteur on est presque lacunaire. Donc ça va nous faire beaucoup de bien. Oui, il a ce côté energizer, mais on a besoin de ça. Je pense qu'il va pouvoir profiter du spacing créé par ses coéquipiers pour faire des cuts dans la défense et terminer à l'arceau, ce qui fait plutôt bien et ce qui nous est pas nous depuis quand même 3-4 saisons, on n'est pas très très bon dans cet exercice, hein. La finition au cercle, on n'est pas hyper adroit, on n'est pas hyper performant. Il va apporter ça, donc une fois de plus, hein, c'est un joueur qui va permettre de corriger une faiblesse de notre équipe. Donc, je suis assez enthousiaste. Voilà. Et s'il peut faire du Mo Harkless, mais avec de l'énergie et de la motivation, ça peut être très positif. Voilà. Mais moi, il est un peu jeune, donc il peut se développer. Moi, je suis très enthousiaste. Il va apporter un peu ce côté péchu, attaque au cercle, qui peut être intéressante, bon rebondeur, bon défenseur. Non, moi, je trouve que c'est une bonne signature. D'autant que, bon, je le compare à Mo Harkless, mais il aura a priori, on ne sait pas encore comment ça s'estime, il n'aura pas le même rôle. Mo Harkless était titulaire parce qu'il n'y avait personne d'autre à mettre forcément. Alors, Derrick Jones va notamment évoluer dans la seconde unité. Après, les doutes qu'on peut émettre sur cette signature, c'est que donc il sort de Miami. C'est pour l'instant la seule franchise où il a performé. On sait que Miami est plutôt doué avec Eric Spoelstra pour sortir notamment des arrières, des ailiers dans lesquels on ne voit pas forcément un gros potentiel. Alors Adrien, avant de te donner la parole, peut-être
pour se dire qu'il y a des chances qu'il s'intègre plutôt bien. C'est un joueur qui apporte comme on l'a dit, il met la tête à l'arceau, donc il apporte du spacing vertical, et c'est un joueur qui évolue, qui est très peu utile qui est très peu utile avec le ballon, pardon, mais qui sans le ballon, par contre, sent plutôt très bien le jeu. Et on sait qu'à Portland, le jeu sans ballon est important. C'est quelque chose qui manquait l'an dernier avec des Bazemore et Zonia qui n'ont pas forcément cette capacité à jouer sans le ballon. Toi aussi, Adrien, tu penses qu'il va pouvoir s'intégrer correctement dans le système de Terry Stotts? Ouais, tout à fait. De toute façon, tu l'as dit, c'est un joueur qui est excellent sans ballon. Et si tu regardes un peu la second unit, on va se retrouver avec donc soit CJ McCollum, soit Damian Lillard. Donc deux joueurs qui savent tenir le ballon. Carmelo Anthony, qui est capable aussi d'avoir la balle en main. Enes Kanter sur quelques séquences, même si, voilà, je pense que notre plan de jeu, ça va pas être de lui donner la balle tout le temps, mais c'est un joueur qui peut aussi l'avoir à l'intérieur et se créer son shoot au post-up. Gary Trent Jr. aussi, on l'a vu certaines séquences qu'il était capable de se créer son shoot. Là, pour le coup, qui va réclamer là. Et là, pour le coup, on se retrouve avec un joueur qui a pas besoin de la balle en main. Et c'est cohérent, en fait. C'est à l'image de notre free agency, c'est cohérent. On a un mec à qui on va absolument pas demander d'avoir la balle en main, qu'on va absolument pas demander de créer son shoot. On va lui demander, comme l'a dit Flo, de cut, de prendre des rebonds et de faire le taf en défense. De toute façon, lui, c'est ce qu'il a dit. Il était en conférence de presse récemment. Il a dit que moi, j'ai hâte d'une seule chose, c'est d'aller défendre les meilleurs joueurs adverses. Il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi, il sait ce qu'il sait faire. Et il le fait bien, et c'est exactement ce qu'on va lui demander. Tu as fait la comparaison avec Miami, je pense qu'il va très bien se retrouver dans l'effectif de Terry Stotts. Et donc très intriguant, Derrick Jones Jr. En plus, il est jeune, il a 23 ans, donc à voir. Et la transition avec Derrick Jones Jr. est toute trouvée pour le prochain sujet, car Portland, avec toutes ses signatures, en plus de celle de Jones Jr., il y a celle de Harry Giles, de Robert Covington, et toutes ces signatures, vous allez me dire ce que vous en pensez, messieurs, mais je trouve renforce considérablement l'athlétisme qu'avait Portland. C'était un secteur dans lequel, je vais reprendre une expression de Florent, dans lequel Portland était lacunaire, tellement on avait peu d'athlètes sur le terrain. Les plus grands athlètes qu'on avait ces dernières années, c'était peut-être Maurice Harkless, et c'est dire comme on était assez bas dans ce domaine. Mais là, avec ces différentes acquisitions, ça va changer le jeu de Portland, que ce soit en attaque pour pourquoi pas courir un peu plus, ou que ce soit en défense, notamment on en a déjà parlé, pour défendre notamment avec plus de férocité et avec plus de muscles. Florent, peut-être pour commencer? Oui, pardon. En mute, ça marche beaucoup moins bien. Oui. Très bon exemple, par exemple. Alors, c'est vrai que Lillard et McCollum ont tous les deux sont des titulaires indiscutables avec des gros temps de jeu. Et physiquement, on peut pas dire que ce soit des Golgoth. Donc, de facto, tu te retrouves déjà avec 2 joueurs sur 5 qui, ont un petit handicap entre guillemets sur le côté athlète. Donc oui, il faut compenser de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de problèmes au rebond. C'est parce qu'on n'est pas une équipe, avec des très grands athlètes. Là, on a un peu corrigé le tir, donc ça devrait aller un peu mieux. Et tu as mentionné aussi que ce petit facteur athlétique, ça pourra nous aider, notamment contre-attaque. C'est très juste ce que tu dis. Et je pense que ça peut être très important parce que ça peut permettre aussi de mettre des points un peu plus efficaces sur des remontées de balles un peu rapide, etc. Et ça peut permettre un peu de soulager aussi notre backcourt parce que à chaque fois sur des possessions un peu plus longues, etc., ils ont quand même beaucoup de travail à faire. Ils portent beaucoup le ballon, c'est fatigant. Ils ont la défense, on l'a dit, Lillard en plus est régulièrement trappé. Tout ça grille quand même de l'énergie, etc. Si on peut mettre un peu plus de points en jeu rapide avec des petits, on parlait justement de Derrick Jones Jr. Un registre dans lequel il peut être efficace. C'est vrai que ça peut aussi permettre d'avoir une corde supplémentaire offensive et qui pourra permettre de soulager un petit peu sur d'autres plans, notamment de soulager un peu nos 2 leaders parce que ils utilisent beaucoup d'énergie sur les attaques. Si on peut avoir des petites attaques parfois plus rapides ou c'est d'autres qui courent, ça peut être aussi intéressant. Donc en cela, le côté athlétique peut nous aider. C'est un registre supplémentaire. Et surtout que c'est aussi alors j'ai mentionné ces joueurs-là, Derrick Jones Jr., Robert Covington, c'est des joueurs qui en défense 1 contre 1 sont très forts dans ce domaine. Et justement, on sait que Portland a un jeu basé, a notamment un système défensif basé sur le drop.
qui fait que tu ne vas pas forcément créer des grosses actions en défense. Tu es plutôt sur le fait tu vas concéder le tir que tu veux que l'équipe adverse prenne. Et alors là, ça va changer un peu. Il va pouvoir y avoir peut-être probablement plus d'interceptions, plus de contres également en weak side. Voilà, il faut se servir. Les qualités de Derrick Jones ne lui servent pas uniquement à dunker, ça lui sert également grandement en défense. Tout à fait. Donc, tu es d'accord avec ça aussi, Adrien, que ça va, ce changement de profil défensif va également permettre à l'attaque de Portland d'être un peu plus diversifiée? 100%, ouais. 100%, ça t'offre beaucoup de possibilités, comme tu l'as dit, défensivement. Et offensivement, avec les transitions, évidemment, comme Flo l'a très bien souligné, avec des mecs qui sont capables de courir, ça ouvre des points faciles, comment dire, ça allège un peu le poids que Damian Lillard a sur ses épaules et CJ McCollum aussi, donc c'est très bien. Et ça va profiter à des joueurs qui sont déjà dans l'effectif, comme Anthony Simons, qui est un gros joueur de transition, mais vu que c'était un peu le seul à pouvoir et à vouloir faire ça l'an dernier, il n'avait pas forcément les actions qui allaient avec. Donc même pour lui, ça va peut-être lui faire de bien. Il va avoir des compagnons pour courir le plus vite possible vers l'arceau. Et en parlant d'arceau, maintenant pour un peu notre dernier sujet. Juste Vas-y, Florent, si tu as quelque très chose à court, rajouter. pardon, excuse-moi, très court, mais faut jamais oublier qu'une bonne défense, ça a toujours un impact positif sur l'attaque. Toujours. Parce que justement, un ballon volé, ça se transforme en quoi? Ça se transforme en contre-attaque par la suite. Donc déjà qu'on avait en plus une bonne attaque, ça pourrait améliorer. Mais une bonne défense a un impact sur l'attaque. Et ça pourra nous aider aussi dans ce registre. On était déjà pas trop mauvais. Et il y a malgré tout transition, parce que quand on parle défense, bien évidemment, le nom d'Enes Kanter fait écho, mais pas forcément dans le bon sens. Alors pour le dernier un peu, on va dire, gros sujet collectif de cette émission, on va parler des nouveaux venus à l'intérieur. Donc il y en a un qui est pas si nouveau, c'est justement Enes Kanter qui avait fait un passage à Portland il y a maintenant 1 an et demi. On a signé Harry Giles, qui était plutôt une bonne surprise, on va dire, en tant que dernière signature officielle. Mais est-ce que quand même, sachant que, on l'a dit, Zach Collins ne sera pas là au début de la saison, est-ce que c'est pas un peu des paris que Neil Olshey a tenté à l'intérieur? D'abord avec Enes Kanter, parce qu'il sort d'une saison plutôt difficile à Boston. On sait que le contexte dans la peinture du Massachusetts, c'est pas forcément simple. Mais est-ce qu'on peut vraiment prétendre, en tout cas, est-ce qu'on peut attendre qu'il retrouve le niveau qu'il avait lors de ces quelques mois à Portland, Florent? Comme tu l'as dit, il connaît la franchise. Et ça, on va pas se mentir, on en garde plutôt un bon souvenir. Il avait fait de belles choses, notamment quand Nurkic était out. Il démontrait de belles choses. Donc, je pense que son retour, j'allais dire son arrivée, mais son retour joue un peu là-dessus. C'est vrai que ça s'était pas forcément très bien passé aux Celtics. Je pense qu'il n'était pas forcément plus très adapté pour le jeu des Celtics. Stotts avait su trouver, tu parlais de ses difficultés défensives, mais avait su trouver les systèmes pour, entre guillemets, le cacher un petit peu. Alors après, oui, en cela, c'est un pari. C'est vrai qu'il ne ressort pas de la meilleure saison. Après, on connaît ses forces et ses faiblesses. Stotts avait su les utiliser à bon escient, donc je pense que là-dessus, ce sera pas mal. Et puis, je pense qu'il est très intéressant et tu l'as très bien fait de lier les deux, c'est-à-dire Giles et Kanter, parce que finalement, ça fait quoi? Ça fait qu'on a l'opportunité d'avoir deux profils différents au même poste. Et ça peut être utile. L'un sera plus défensif, Giles, l'autre sera plus offensif, Kanter. Et donc, face à l'adversité, on peut s'adapter, ou face au momentum du match, on peut s'adapter et sortir l'une ou l'autre carte. Je pense aussi que, alors tu m'as un peu lancé sur Kanter, mais je vais dériver très brièvement sur Giles. On sait qu'il a sa petite lacune, enfin pas sa lacune, pardon, mais sa petite faiblesse, et c'est en cela où c'est un pari pour répondre à ta question. On sait qu'il a des problèmes physiques. Donc, il valait mieux avoir un backup de Nurkic qui réponde présent au cas où Giles, lui, malheureusement, ne réponde pas présent pour des raisons physiques. Donc voilà, je pense que les deux arrivées sont très liées, très complémentaires d'une certaine manière, parce que si l'un est blessé, l'autre sera là, et on sait qu'il y a un risque de blessure. Voilà, mais non, Kanter, je pense qu'il peut faire de bonnes choses, il peut être intéressant. Et
Giles, c'est surtout le physique. Si le physique est là, il peut être très intéressant parce qu'il a un jeu de passe aussi utile. C'est un bon défenseur, il peut être très plaisant. Et puis, comme tu l'as dit, il faudra régler le problème Zach Collins au moins jusqu'au janvier. Donc, ils peuvent éventuellement faire quelques piges au 4. Toi aussi, Adrien, tu crois à la résurgence d'Enes Kanter dans l'Oregon? Il va retrouver le mojo qu'il avait pendant les playoffs et toute son énergie qu'il animait avec le Moda Center? Ouais, complètement. Bah, c'est un joueur que moi, pour le coup, et je pense beaucoup de fans de Portland avaient littéralement adoré hein, sur toute cette post-season 2019, hein, on s'en souvient. Il avait été vraiment, vraiment héroïque. On se souvient d'un match, je crois que c'est le match 4 ou le match 3 contre OKC. Son ancienne équipe d'ailleurs contre Steven Adams, il était quasiment en 20-20, je crois, avec le shoot de la gang sur un drive main gauche. Je pense que tu t'en souviens, Lily, on était ensemble. Je crois que c'était une soirée trash talk. C'était le game 1, ouais, c'est ça. C'était le game 1. C'était le Ouais, game 1, je exact. crois. Exact, c'était le game 1. Tant pour moi. Ah oui, c'était une sacrée ambiance, sacrée sauce. Ouais, sacrée ambiance. Et il fait une super post-season et on se souvient de sa blessure à l'épaule. Donc, voilà, moi je pense que c'est des paris qui sont des. Enfin, Enes Kanter, je trouve pas que c'est un pari parce que tu sais ce qu'il va t'apporter. C'est un pari parce que tu sais que le mec il a certaines lacunes en défense, mais tu sais ce qu'il va t'apporter. On l'a dit, il connaît la maison, c'est aussi important. Voilà, il connaît les gars, il s'est entraîné quasiment tout l'été avec CJ McCollum, il a de très bons rapports avec Damian Lillard, avec Yusuf Nurkic, avec Rodney Hood aussi. Donc c'est important aussi parce que on a beaucoup parlé de l'aspect du jeu cohérent aussi dans l'objectif aussi dans la continuité d'avoir un groupe qui est un vrai groupe où tu sens qu'il y a un vrai feel good dans ce groupe-là. On a parlé des arrivées de Robert Covington, d'Eric Joe Jr., même Harry Giles. Tu as vraiment l'impression que c'est des bons gars qui vont pas fortement fitter dans ce contexte-là à Portland. Alors Harry Giles, pour le coup, lui, c'est un pari. Mais voilà, c'est un pari qui est à très faible risque puisque, comme l'a dit Flo, il y a Zach Collins qui va probablement arriver. Et encore une fois, c'est un joueur qui est signé sur 1 an, Enes Kanter aussi. Et aussi pour parler de l'apport de ces mecs-là, il faut aussi parler de ce qu'ils remplacent. C'est-à-dire qu'on récupère Enes Kanter et Harry Giles à la place de Hassan Whiteside, Caleb Swanigan, Wendy Gabriel, etc. Donc moi, personnellement, si on parle juste de poste pour poste, récupérer Enes Kanter à la place d'Hassan Whiteside, pour toutes les raisons qu'on a citées sur Hassan Whiteside, moi je suis très content de récupérer un gars comme Enes Kanter. Et voilà, c'est des contrats sur 1 an de toute façon. Et je pense que Zach Collins sera amené à prendre le poste. Et encore une fois, comme on l'a dit au début de l'émission, ça offre beaucoup de possibilités à Terry Stotts avec un Enes Kanter, et comme l'a très bien dit Flo, avec Enes Kanter qui est plus sur l'aspect offensif, avec Harry Giles qui a un très bon passing game. Harry Giles qui est aussi un peu fiant, s'écarter aussi, qui peut jouer sur le poste 4. Zach Collins qui peut jouer 4-5 aussi. Donc ça offre beaucoup de possibilités. Et c'est très intéressant. Justement, là, tu parles d'Harry Giles. C'est un pari dans le sens, voilà, vous l'avez dit, on l'a pas beaucoup vu ces dernières années avec les Kings parce qu'il a été très embêté par des blessures. On parle beaucoup de son intelligence de jeu, de son jeu de passe. Mais tu en as parlé très brièvement, Adrien, mais qu'est-ce qu'il peut faire à Portland? Qu'est-ce que tu le vois faire dans l'effectif des Blazers? Un rôle un peu à la Nurkic où il est en tête de raquette, il peut justement donner des ballons à des joueurs qui cut, ou tu vas l'attendre dans du rim run. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Harry Giles à Portland? Non, mais clairement, je pense que ce qui va, en tout cas, ce qui devrait mettre en avant à Portland, et là où il va être pour moi le plus efficace, ça va être sur son passing game, comme tu l'as dit, où il se retrouve en tête de raquette et il va pouvoir distribuer. On l'a vu sur énormément de séquences à Sacramento le faire. On a des joueurs aussi qui ont été récupérés, qui vont dans ce sens-là, avec des Darius Jones Jr. qui cut excellemment bien, voilà, avec des passes, avec Derrick Jones Jr. qui coupe backdoor, etc. C'est vraiment là que je pense qu'il va exceller. Après, voilà, c'est un défenseur honnête, mais qui est encore un peu naïf, on va dire, à l'image de Zach Collins qui saute un peu, etc. Mais voilà, je pense que ça va être surtout son passing game, sur son rebond, sur sa niaque. On sait que les fans des Kings le pleurent presque, alors qu'il n'a peut-être pas forcément excellé, mais voilà, aussi pour son côté good guy et son côté, et pas good guys, et surtout pour son côté où tu sais que le mec, voilà, il a la niaque, il a ce côté-là, tu le sens. Et c'est important aussi d'avoir des joueurs comme ça, des Jones Jr. aussi avec ce profil, avec du hustle véritablement qu'on a besoin aussi. Donc voilà, c'est important d'avoir ça. Mais voilà, c'est un pari, mais qui est pas un pari à risque. Donc moi, je le prends ce pari.
Pour rebondir sur le côté Energizer, avec son contrat aussi, c'est une saison où il veut se montrer. Parce que il ressort quand même malheureusement d'une saison où il s'est empêtré dans les blessures, c'est pas de sa faute. Et là, avec le petit contrat, très clairement, ce qu'il veut, c'est montrer que quand il est en forme, il peut faire quelque chose pour choper un contrat. Je suis pas sûr qu'on puisse le garder très très longtemps dans l'équipe, mais au moins cette saison, quand il sera là, je pense qu'il voudra vraiment montrer le bout de son nez. Et il peut faire du bon boulot. C'est vrai que Jazz, Derek John Jr., par exemple, ça, c'est un duo qui peut être très intéressant face aux équipes adverses et notamment aux secondes unités. C'est assez complémentaire et ça peut être très très utile. Et puis l'année dernière, je crois que c'était en février, c'était juste avant qu'il se reblesse. Il était en pleine forme physique. Il jouait, il faisait du 15 points, 15 rebonds. Hein. Je sais pas, il devait jouer 20-30 minutes, allez, on va dire 25 pour taper au milieu. Mais c'était plus que tout à fait correct. Et donc, si il a le physique, tout va bien, s'il peut faire ça, moi, je signe tout de suite. Hein. Ouais, puis comme tu le dis, Florent, c'est très intéressant d'avoir on en parlera dans l'émission preview de la saison, mais tu parlais par exemple d'une association potentielle avec Derrick Jones Jr. Ça va permettre à Portland de potentiellement jouer un autre style, même en défense, de par exemple switcher, ce qu'on voit pas forcément, et ce qui est très important en playoff. Donc potentiellement, c'est très positif. Et puis bon, pour ces deux joueurs-là, ils ont quand même bon, comme à chaque fois que des joueurs arrivent dans une nouvelle équipe, ils ont dit qu'ils étaient très contents d'être là, mais par exemple, on sait qu'Harry Giles a témoigné que c'est en voyant l'ambiance du vestiaire des Blazers dans la bulle qu'il a motivé par exemple à rejoindre l'équipe. On sait qu'en plus, bon, Portland l'avait à la base drafté avant de l'échanger contre Zach Collins. C'est pareil pour Enes Kanter qui était, malgré son départ, qui était un petit peu entaché. Il est très content de revenir, de revenir à Portland. Alors pour finir, messieurs, on va quand même parler on en a très peu parlé, pourtant c'est lui l'un des grands acteurs de cette intersaison réussie des Blazers. C'est Neil Olshey. On l'a beaucoup critiqué, notamment en 2016, quand il a donné des contrats fleuves. Cette année, il s'est complètement ravisé. Ce ne sont que des contrats. Alors déjà, ce sont plutôt des bons contrats, des contrats à assez courte durée sur des joueurs qui ont plutôt des CV dans la ligue. Donc, quel bilan vous tirez pour on va dire, quelle note vous metteriez sur 20 à Neil Olshey pour cette intersaison 2020? On va commencer avec Adrien. Quelle note pour Neil Olshey? Allez, on va mettre 18. On va dire ça. Ça va dire que bon, on s'attendait à. C'est pas le. Enfin, disons qu'on aurait pu faire mieux, mais dans ce qu'on attendait. Pour moi, clairement, il coche à peu près toutes les cases. Alors, avec la mid-level exception, on attendait peut-être d'autres joueurs, mais il faut aussi être cohérent et se rendre compte du marché qu'on a. Et pour moi, avec tous les facteurs à prendre en compte, pour moi, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait le trade qu'il fallait faire avec la situation Houston qui était un peu délicate. Il s'est engouffré pour faire le trade avec Ariza, pour moi, qui est excellent. Il a récupéré de très bons role-players et surtout, voilà, on dit au revoir à Hezonja, à Whiteside. Donc déjà ça c'est excellent. Tu rajoutes Wenyen Gabriel que j'aimais bien, mais voilà, t'as pas des grosses pertes en fait. C'est limite des pertes que on n'imaginait pas. À aucun moment je me serais dit avant la free agency qu'on allait dire au revoir à Hassan Whiteside et Mario Hezonja. Déjà juste ça, et en plus pour récupérer les joueurs qu'on a récupérés. Donc pour ça, chapeau à Neil Olshey. Moi je fais partie de ceux qui le supportent depuis très longtemps. Alors il y a eu l'histoire des contrats foireux, mais c'est toujours la même chose avec les petits marchés. Tu es obligé de surpayer les joueurs, donc évidemment on a payé la luxury tax pendant très longtemps. Là on s'en sort sans payer de luxury tax en plus cette année. Donc pour moi c'est un 100% sur cette intersaison. On n'a pas parlé aussi, mais il y a KJ Blevins qui va arriver, le cousin de Maillard dans Tové Contract. Donc voilà, il y a la draft de CJ Elleby. Moi gros big up à Neil Olshey. Très très content de cette free agency. Et pour toi, Florent, ça vaut quoi la free agency de Neil Olshey, free agency, draft, trade, tout ça inclus dans cette intersaison? Oui, j'entends bien. Allez, 16,75. Ah, un petit peu moins qu'Adrien. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, selon toi? T'es dur. Ouais, je suis dur, mais je suis toujours un peu méchant et pessimiste. Mais non. Globalement, il a fait de très bonnes choses. Alors, c'est vrai qu'il a un peu changé de fusil d'épaule. Il est passé de longs contrats à des plus courts contrats. Le contexte n'est pas non plus le même. Hein. Lillard et McCollum ont respectivement 30 et 29 ans. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire des résultats.
Et puis je pense que il a quand même senti aussi que si ça se passait pas très bien, à un moment donné, il pouvait aussi quand même la porte pouvait lui s'ouvrir devant lui. Donc il est obligé d'être actif et il l'a été. Non. Je pourrais Tu peut-être faisais, mettre un peu. Oui, vas-y. excuse-moi, tu faisais peut-être partie de ceux qui attendaient un point guard backup. Je sais qu'il y a beaucoup de fans. Moi, c'est beaucoup revenu hein, sur la Oui. page. Beaucoup. S'il avait fait ça, là, Que c'était tu- le 20 sur 20, de toute manière. Alors voilà, alors ça aurait été, je suis pas étonné que vous ayez eu beaucoup de retours sur cette question-là. Mais je pense qu'on est tous les trois d'accord sur cette même chose. La franchise clairement a donné une réponse. En tout cas, on sait très bien que derrière Lillard, c'est Anthony Simons. La franchise table là-dessus, donc je suis pas du tout surpris qu'ils aient pas cherché une autre solution parce que c'est pour la franchise la solution en fait. Ils lui font confiance, ils vont lui donner les clés de ce rôle de backup de Lillard. Donc je suis pas sûr. Est-ce que on aurait pu peut-être tenter quelque chose? Oui, et là j'aurais pu mettre 18 ou 19. Mais voilà, je comprends tout à fait les critiques, mais je suis pas surpris parce que la franchise le dit clairement. Voilà, ils font confiance en Anthony. C'est lui qui a ce poste-là. D'ailleurs, je pense qu'à aucun moment ils ont cherché à le remplacer. Donc voilà, je suis pas comme tout le monde, j'ai certaines petites critiques ou réticences, mais bon, il est encore très jeune aussi. Mais je savais que c'est pas ce poste-là qui allait avoir du changement, et pour preuve, il y en a pas eu. Et puis, je préfère qu'ils aient fait le chantier du poste 3 était quand même pour moi beaucoup plus primordial parce que bon, il a quand même un gros temps de jeu, donc et parfois Colum peut éventuellement jouer à la main, donc le remplaçant de Lillard, on va pas se mentir, il n'a pas 25 minutes de temps de jeu. Si c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est pas forcément le plus grave. Donc voilà, mais la priorité pour moi était d'autres chantiers et qui étaient notamment le poste 3-4 et la profondeur de banc. Et ça a été bien touché, je pense. Donc non, je suis très content. Finalement, mais on en reparlera peut-être dans un autre podcast, mais il y aura beaucoup de questions autour de Terry Stotts cette saison. Et pas impossible que si ça se passe mal, il fasse partie d'une charrette. C'est clair, mais on va pas. Teasing pour le prochain podcast. Et juste pour compléter sur la free agency, avant de te donner la parole, Lilian, et attendre ta note avec impatience. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi sur la free agency Nelochi, c'est qu'on va entamer la saison à 14 dans le roster. Donc, il garde cette place aussi si jamais il y a des blessés ou quoi pour pouvoir ensuite remplir le roster. Par exemple, on parlait qu'il y avait des manques à la main. Derrière, si Anthony Simons se blesse, tu peux tout à fait aller chercher un autre mec derrière puisque tu as cette flexibilité avec ce 15e spot qui est Derrick vacant. Rose est disponible. Là, tu sais comment me parler là. Derrick Ça Rose, vaut ce que ça vaut, mais je serais étonné qu'il accepte pour le minimum, quoique. Mais parmi les meneurs disponibles sur le marché, si je ne dis pas de bêtises, il y a Derrick Rose. le dernier épisode, on avait fini en parlant de DeMarcus Cousins. Celui-là, en parlant d'Eric Rose. Voilà. Je voudrais pas vous calmer votre enthousiasme, mais je crois que Derrick Rose est encore un joueur des Pistons, non? Aux dernières nouvelles. Je crois qu'on peut vérifier, mais je crois bien qu'il est disponible. Je peux dire une grosse bêtise, hein. C'est pas impossible, ce sera pas la première. Bon, ce n'est pas un podcast des Pistons, les gens ne nous en voudront pas. Voilà. Après, je sais pas, il y a pas des non pas Mike Conley, mais non Tony Allen, il est peut-être un peu vieux, mais il doit y avoir des meneurs dispo. De toute façon, il y en a toujours des petits meneurs pour le minimum, il y en a toujours. Après, voilà, Adrien, tu voulais ma note. Je vais trancher entre vous deux. Je vais donner un 17 parce que malgré tout, au final, on pourra vraiment juger cette free agency quand on verra les joueurs sur le terrain et ce que ça donnera. Parce que c'est quand même ça au final le plus important plutôt que les noms. Après, c'est sûr, pour revenir sur le cas du poste 1, c'est vrai qu'on nous a souvent dit « Ah, mais il vous faut un poste 1, c'est pas possible ». Presque à croire que les gens ont déjà abandonné. Alors, soit les gens ne se souviennent plus qu'il y a Simons dans le roster, soit ils l'ont déjà enterré. Mais quand on est général, on a souvent le défaut, quand on regarde mais ça c'est le cas quand on regarde les free agency des différentes équipes, d'avoir une vision très court-termiste, de se dire là, sur le moment, qu'est-ce qu'elle vaut cette équipe, mais le general manager, il est obligé de réfléchir à 3-4 ans, et surtout quand on est Portland, quand on n'a pas forcément la capacité d'attirer des grosses stars.
Et Anthony Simon, c'est le futur. Donc, il faut lui faire confiance. Il faut lui donner du temps de jeu, voir ce que ça donne. Sinon, on ne pourra pas vraiment réellement juger de sa valeur et de savoir si on peut construire avec lui dans le futur. Donc, je vais donner à 17 à Nail O'Shea parce qu'il a quand même… je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi actif et il a été actif. Et ce sont… Voilà, on l'a évoqué dans tout l'épisode. Ce sont globalement tous des bonnes signatures, voire des très bonnes. Donc de ce point de vue-là, la free agency est de mon point de vue réussie. Alors messieurs, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter. Sinon, on va pouvoir conclure. Non, c'est juste pour dire que pour moi, c'est peut-être le meilleur supporting cast de Dame Lillard depuis 2014-2015 avec les départs de LaMarcus Aldridge et compagnie. Ah, Oui. depuis bien longtemps, oui. C'est le plus bel effectif qu'on ait depuis fort longtemps, oui, sans doute depuis la période de LaMarcus Aldridge, très certainement. Et voilà, et c'est sur ces derniers mots très optimistes. La seule chose qu'on peut espérer, stop les blessures, s'il vous plaît. C'est ça. Stop les blessures. Il faut que le karma se calme un petit peu sur Portland, au moins cette année. Surtout que ça va être une année assez particulière, donc les blessures il pourrait y en avoir, et même peut-être plus que les saisons précédentes, mais ça, pour la globalité des franchises de la NBA, ça pourrait arriver. Et c'est donc sur ces derniers mots très optimistes sur ce podcast, voilà, qu'on va conclure notre débrief de l'intersaison des Blazers. Alors, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, @BlazersFR pour Adrien, @ThePendantLight pour Florent et @BlazersFrance pour moi-même. N'oubliez pas également de vous abonner sur les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Et nous, on va se dire à très vite, notamment pour l'épisode preview de la saison 2021 des Trailblazers, qui s'annonce fort intéressante. Merci à vous, messieurs, et à la prochaine. Bye bye. Let's go Blazers. Ciao.